Le 13 février 2023 se célébrait la journée de la radio. Qui se rappelle de ça? Les hommes de radio importants pour la communication, les hommes de radio importants pour l'éducation, les hommes de radio qui devraient être souvent célébrés ne sont malheureusement pas célébrés dans certains pays où on ne se rappelle même pas que c'est depuis 2011 que l'UNESCO a décrété le 13 février journée de la radio, et cela a été validé par l'ONU, dont le Cameroun en fait partie. Mais rien n'a été entendu à cela, d'autant plus que cette journée devrait être encore beaucoup plus célébrée au Cameroun au moment où un grand homme de radio a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions parce qu'il était en mission, celle de pouvoir dénoncer les hommes aux mœurs douteuses, ceux qui puisent dans les deniers publics, ceux qui appauvrissent nos pays, ceux qui tuent l'avenir de notre pays et l'avenir de la jeunesse. Martinez Zogo aurait donc pu être célébré le 13 février 2023 au Cameroun parce que sa mort reste encore là avec ce sang qui, même si on n'a jamais eu de sentiment, rien qu'en regardant les images de sa persécution, de la torture qu'il a eu à subir, on sursaute. Et cette journée devrait apporter des réflexions, surtout dans notre pays, le Cameroun, où bien sûr, Paul Biya, lui-même en 90, a fait passer une loi, a promulgué une loi sur la communication sociale. Paul Biya disait qu'il faudrait qu'on retienne de lui qu'il a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. La prospérité n'étant pas là, il aurait pu au moins se vanter du fait que la pluralité au niveau de la communication fasse semblant d'être une sorte d'ouverture vers la démocratie. La journée mondiale de la radio n'a malheureusement pas été célébrée au Cameroun puisqu'on préfère souvent célébrer la journée du 11 février qui n'existe nulle part au monde, dans un pays où on n'a que des hommes qui sont au pouvoir et qui ont entre 80 et 90 ans et dont les jeunes applaudissent. C'est ceux-là qui ont décidé de faire comme fête la jeunesse et pourtant cette fête n'est reconnue nulle part au monde. Mais la journée internationale de la radio, alors que Martinez Zogo, notre héros, a été tué par des bourreaux, eh bien, le gouvernement n'en a même pas fait cas. Bien au contraire, on a vu plutôt tambour battant et beaucoup de photos. Eh bien, Paul Biya a célébré ses 90 ans au pouvoir. Et c'est ça l'événement. Oui, Paul Biya, 90 ans, donc 41 ans au pouvoir, autant pour moi. C'est ce qu'on a célébré. Le 13, qui n'est pas une date pour le Cameroun, puisque la naissance de Paul Biya elle-même, personne ne peut nous la certifier. Mais tout un chacun d'entre nous a préféré brandir ces photos-là pour montrer que Paul Biya est toujours là et que c'était un grand événement pour la nation. Pourtant, une fois de plus,
C'est une falsification de l'histoire. Oui, parce que ce 13 devrait être la journée de Martinez Zogo et non celle de Paul Biya, dont personne n'est sûr qu'il est né le 13 février. Quand je viens parler ici, beaucoup de gens me disent, apporte des preuves, mais ne demande jamais les preuves à leur chef d'État. Comment se peut-il que vous acceptiez que Paul Biya soit né le 13 février 1933 et vous êtes là, vous applaudissez? Demandez-lui son acte de naissance. Tiens, qui était l'officier d'état civil qui a signé l'acte de naissance de Paul Biya avant de commencer? Vous avez la certitude d'une date, celle qui a été proclamée par l'ONU pour la journée mondiale de la radio, mais vous n'avez pas la certitude de la naissance de Paul Biya. Parce qu'en Vomeka ou en Den, à cette époque-là, il n'y avait pas d'officier d'état civil. C'est lui, vous me donnez son nom. Et puis, tous ceux qui sont nés dans les années 1910, 1920, 1930, 1940, sont nés vers. Même ceux qui étaient à Yaoundé, la capitale, je dis bien, Vomeka n'était pas la capitale, c'était une brousse. Quel officier d'état civil, le père de Paul Biya, a pu trouver en pleine brousse pour déterminer que Paul Biya est le seul homme né en 1933 au Cameroun avec une date exacte? Vous avez gobé ça. Alors que vous auriez pu vous poser des questions. Que comment vos pères, qui sont nés en 1940, soient nés vers, alors qu'ils étaient dans des villes. Mais Paul Biya qui est né en brousse, à l'époque où, pour déterminer l'âge, on partait parfois dans certaines, dans des églises où justement il y avait ce qu'ils appelaient là-bas le carnet de baptême, ou alors le registre de baptême. C'est à partir de là qu'on essayait de mesurer ton front, ou ton nez, ou ton menton, ou ton cou. On déterminait donc. Et les enfants n'étaient pas baptisés le premier jour. Ils pouvaient arriver quand ils ont déjà 5 ans, quand ils ont déjà 7 ans, quand ils ont déjà 8 ans, voire 12 ans. C'est à partir de là que l'Église déterminait qu'est né vers. Mais au Cameroun, nous avons réussi l'exploit de croire que Paul Biya, le jour où il naissait, il y avait l'officier d'état civil qui établissait son acte de naissance. Sauf que, une fois de plus, je vais vous poser une question. Comment s'appelait le père de Paul Biya? Je crois que c'était un bon nom. Comment s'appelait la mère de Paul Biya? Je crois que c'était Yenga, non? D'où sort le nom Biya? Ni un oncle, ni une tante, ni un grand-père, ni un arrière-grand-père ne s'appelait Biya. Tiens. Et vous croyez en tout ça? Tous ses frères, c'était entre Yengan Bondo. Mais lui, subitement, il s'appelle Paul Biya. Papa. Mais dites-nous même un jour qu'il est descendu du ciel. C'est mieux. Dites-nous même un jour qu'il est né de la Vierge Marie. C'est encore mieux. Comme ça, l'histoire sera tellement belle. Et vous enlevez le prénom Barthélemy. Ah non, il ne s'appelle plus Barthélemy. Hein. Et puis, enlevez surtout son vrai nom, Abondo. Nous vivons donc dans le mensonge.
Et ce sont ces mensonges où nous voyons également des gens gagner des marchés avec des gens qui sont, avec des gens, des noms de leurs parents ou de leurs enfants qui sont morts depuis 50 ans. C'est avec le faux que justement on réussit à faire croire aux Camerounais que bien sûr, en trichant à l'université, parce que nul n'est rien sans son bord, on est le meilleur intellectuel de la planète Terre après avoir triché. Nous sommes donc dans un pays de tricherie où justement nous avons cultivé le doctorat en Fémania. Et c'est cette Fémania qui justement, au fur et à mesure qu'on a laissé ça progresser telle une hydre, a réussi à se développer de telle sorte que chaque Féman est devenu un vrai président. Et d'ailleurs, on les appelle présidents. C'est ainsi que Jean-Pierre Amoubelinga est devenu un président au Cameroun qui a décidé de tuer qui il voulait, qui a décidé d'enfermer tout le monde qu'il voulait. Il signait les décrets, il défaisait tout ce qui pouvait être à côté comme ambassadeur, ministre, tous en rang dans la Fémania. Parce que la Fémania, nous l'avons dans le sang, en commençant par nos dirigeants, qui nous ont caché leur nom, qui nous ont caché leur date de naissance, et qui nous ont même caché leur source de revenus. L'article 66 de notre Constitution demande que le président de la République, les ministres, les directeurs, les gouverneurs, et même tous ceux-là qui sont liés à quoi que ce soit concernant la gestion financière, devraient déclarer leurs revenus. Mais personne n'a jamais déclaré cela. On s'enrichit et c'est toute la jeunesse qui, au lieu de se demander, ces gens-là s'enrichissent sur quoi? Ces gens-là font comment pour avoir des immeubles comme ça, subitement? Non. Cette jeunesse-là applaudit aux hommes lords, les hommes lords. Ah, merci grand. Pour grand président. Vous voyez tout un jeune qui dit je suis capable d'entrer dans le trou. Si mon boss me demande de sauter par le 50e étage, comme à Picoro, je vais sauter. Vous voyez des jeunes qui pratiquement aujourd'hui te disent que si mon patron me demande de baisser la culotte, je baisse. Un jeune qui dit, au nom de Jean-Pierre Amoubelinga, mon père n'existe plus, je le renie, je nie ma mère, parce que c'est le pouvoir de l'argent, le pouvoir des fémans, le pouvoir des truands, le pouvoir des brigands, le pouvoir des trafiquants. C'est ce pouvoir-là qui fait qu'aujourd'hui, Martinez, qui a dénoncé, soit mort. Et qu'on découvre derrière cela l'horreur de tout cela qu'on prenait comme des grands, mais qui ne sont que des petits mendiants, des petits satans au service de Jean-Pierre Amoubelinga. Vendredi, il y a eu confrontation au CED. Et cette confrontation était encore beaucoup plus hilarante, beaucoup plus tonitruante et finalement affligeante. Parce qu'une fois de plus, cette fois-ci, contrairement à ce que vous avez dit, eh bien, le lieutenant-colonel Justin Danoué jurait, signait, insistait, persistait que Jean-Pierre Amoubelinga est bel et bien celui qui lui a demandé, avec Laurent Esso, qui tout haut avait donné cette onction pour l'élimination de Martinez Zogo. Selon Justin Danoué, lorsqu'il a été contacté pour la mission, il savait tout simplement que
l'opération consistait, comme dans les services secrets, peut-être à punir Martinez Zogo, quitte à le rendre infirme pour qu'il ne puisse pas recommencer. Lui, il était là pour le terroriser et non pour l'éliminer. La preuve, c'est que la somme qui lui a été versée et qui a été découverte montre justement que 35 millions, il ne pouvait pas courir beaucoup de risques, même si nous savons que ceux qui sont supposés être au-dessus de tout soupçon, même avec 1 million, ils tombent dans le panier de la corruption. Justin Danoué a donc été clair et précis. Alors que Jean-Pierre Amougou Bellinga avait passé son temps à dire qu'il ne le connaissait pas, à dire qu'il n'a jamais eu à donner une telle mission, à dire qu'il n'avait rien à voir avec l'assassinat de Martinez Zogo. Et pourtant, il a été immédiatement confondu puisque non seulement il y a Justin Danoué qui a dit qu'il a été contacté, mais aussi les éléments en la possession dont les enquêteurs sont en possession aujourd'hui démontrent que Jean-Pierre Amougou Bellinga a bel et bien appelé Justin Danoué à plusieurs reprises ce 17 janvier fatidique 2023. À partir de là, Jean-Pierre Amougou Bellinga était déjà confus. Il est revenu sur le fait que oui, il le connaissait. Mais ce n'était pas pour lui donner des instructions sur l'élimination. Bien sûr également que Justin Danoué a bel et bien répété que Jean-Pierre Amougou Bellinga lui-même était là, sous l'immeuble étant. Et que c'est lui qui a aussi infligé des coups à Martinez Zogo et qu'il a passé par la suite un coup de fil au ministre de la Justice, ministre d'État, garde des Sceaux, Laurent Esso. Justin Danoué a donc été précis. Justin Danoué a donc fait que Jean-Pierre Amougou Bellinga n'avait plus rien à dire, puisque tout était là. Et c'est pour cela, justement, pour mettre à mal Jean-Pierre Amougou Bellinga, on a aussi procédé à des arrestations élargies dans sa filière, pour que cela puisse aussi venir conforter ces affirmations ou cette déposition de Justin Danoué. Effectivement, quand on prend la directrice de Vision Finance, c'est pour bien voir les mouvements de fonds. Qui a donné quoi? Qui a donné quoi? Effectivement, cet argent est parti de Vision Finance pour aller dans les comptes de Justin Danoué. Ce n'est donc pas parti d'une autre banque. Sauf que cet argent a transité par les comptes du lieutenant-colonel Edwin Soué, ancien commandant de la GP, de la garde présidentielle, et actuellement responsable de la sécurité de Jean-Pierre Amougou Bellinga et en même temps son beau-père. On ne peut donc pas dire que c'est une affaire qui est venue en l'air parce que beaucoup d'autres personnes ont voulu nous faire croire que c'était un complot contre Jean-Pierre Amougou Bellinga. Soyons sérieux. Vous avez votre beau-père aujourd'hui qui lui-même également est passé à la moulinette pour décrire le scénario de cette élimination et de cette transaction. On ne peut donc pas parler de complot lorsque, effectivement, les 6 autres éléments de la DGRE qui sont en exploitation, finalement, sont concordants dans leur déclaration sur le plan d'élimination et surtout sur les derniers mots
qu'il fallait finir le travail. Et ceci étant, bien sûr que pour arriver à ces autres déclarations, Justin Danoué a été le premier, tout pourri de son état, à dire qu'il regrettait cela, mais qu'il demandait une faveur au chef de l'État, à savoir que sa famille soit en sécurité. Ce qui également a été repris tel un refrain par le colonel Etoun Soué, qui lui également veut une certaine sécurité auprès de sa famille, ou au moins de ceux qui sont restés. Du moment où on a donc pris certaines divisions finances et de ceux qui, bien évidemment, étaient à côté de Jean-Pierre Amour Bellinga, tels que Inès Bellinga, qui, faut-il le rappeler, n'est pas sa sœur, mais plutôt une de ses Wolwos. Elle est directrice de la communication. Et c'est elle, bien évidemment, qui fait un certain nombre de choses et dont on devait également voir comment est-ce que, au niveau de ces déclarations, si ça concordait avec celles, non seulement de Bruno Bidjan, Jean-Pierre Amour Bellinga, Fouda Bega et autres. C'est aussi dans cette mesure qu'on a pris d'autres pour y aller. Et bien sûr, certains ont crié beaucoup victoire, que parce qu'on a libéré certains et que tout le monde allait sortir. Bref, Jean-Pierre Amour Bellinga et compagnie étaient complètement innocents. Sauf que quand on est innocent, on ne vous conduit pas au tribunal militaire. On ne vous met pas entre les mains du commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement, équivalent du procureur de la République, qui, par la suite, après certains éléments, a peut-être trois possibilités. Pas peut-être, il a trois possibilités. Bien évidemment, la première pourrait faire qu'on vous renvoie au CED pour complément d'enquête. On peut aussi vous laisser ce qui représente, en tout cas depuis que la République du Cameroun existe, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Aussi, oui, quand la poule avait les dents, ou quand la tortue montait sur les arbres. Peut-être que ce sera donc une première fois, parce que Jean-Pierre Amour Bellinga, qui se proclame comme le fils de Biya, et parce qu'il a menacé renverser l'État si jamais on ne le libère pas, et parce que la DGRE est dans la furia, en train de vouloir faire peut-être du marchandage ou du chantage, ce qui d'ailleurs n'est pas évident, eh bien peut-être c'est par là que Jean-Pierre Amour Bellinga va bénéficier de 0,01% de chance pour se retrouver dehors. Sinon, il y a une autre hypothèse. Ah non, Kondengue est encore très beau. Parce que là-bas, au moins, il y a les gardiens des prisons qui sont gentils et surtout que beaucoup avaient bénéficié de beaucoup d'avantages. Mais il y a un autre endroit qui est beaucoup plus grave. On peut aussi vous mettre au CED. Il faudrait prier lorsqu'on est devant le commissaire du gouvernement pour qu'on ne vous envoie pas là-bas. De cellule en cellule, celui qui était le pape des médias, celui qui était l'homme invincible, qui faisait trembler tout le monde, eh bien, n'a donc pas réussi à s'extirper de la cellule après 24 heures, après 48 heures, après une semaine, et déménage pour la troisième cellule, celle du tribunal militaire. Même si on sort de là, on est à terre. Parce que personne ne peut sortir de cette situation blanchie. Puisque même si vous sortez de là, tout comme ceux qui ont été libérés au CED,
il reste toujours à la disposition de la justice. Certains peut-être ont pu voir que, bien sûr, Ivanez Somba a pu être libéré, mais cela ne veut pas dire que c'est terminé. D'autant plus qu'elle a un bébé de 14 mois qui devrait s'en occuper. Mais toutes les dispositions ont été prises pour qu'elle ne puisse pas prendre une violente tangente. Et surtout, il y a un procès d'Ivanez Somba qui est programmé pour le 20 février. Et ce procès est relatif à l'assassinat de Brian Fombor. On ne pouvait donc pas réouvrir une énième enquête alors que l'affaire est déjà en justice et qu'elle était bloquée depuis par Jean-Pierre Amouk-Bellinga et Laurent Esso. On fera cette fois-ci un grand saut pour comprendre justement ce qui s'est passé pour l'assassinat de Brian Fombor. Mais entre-temps, ceux qui sont sortis et n'ont plus fait l'euphorie, comme souvent ils aiment narguer tout le monde, en voulant démontrer que ils sont tout puissants. C'est comme ça que chaque fois ils ont fait. Puisque on se souvient bien que avant que Jean-Pierre Amouk-Bellinga ne soit happé par les forces de sécurité, ils avaient totalement tourné en dérision les populations avec une vidéo où on montrait Jean-Pierre Amouk-Bellinga avec Jean-Claude Abega en train de se pavaner et rigolant qu'il ne serait pas au stade. Mais à la manière du malade imaginaire de Molière, ils ont réussi à réaliser que le rêve était devenu la réalité. Cette réalité qui vous rattrape. Quand vous faites quelque chose de mal au milieu de la nuit, oui, selon les éléments qu'on détient maintenant de l'enquête, la Prado, c'est bien elle qui a kidnappé Martinez Zogo. Et le patron de la DGRE, qui pourtant prétendait ne rien connaître de cette opération, en était pourtant bien impliqué puisqu'il en était d'ailleurs propriétaire. Et surtout, on réalise qu'il y avait aussi une pick-up, double cabine. Tout ça pour un homme qui ne pesait même pas 77 kilos, même pas 75. Martinez Zogo. On a aligné tous ses gros bras pour le torturer. On a aligné tous ses sanguinaires pour l'humilier, pour le violer. On a utilisé tous ses gros bras, non seulement pour l'électrocuter, mais aussi même recueillir du sang pour aller faire des rituels. On a réussi à découper la partie du bas de sa langue parce qu'on devait aller faire de la magie noire pour que tous ceux qui vont parler, eh bien que cela puisse non seulement électriser tous les Camerounais, mais qu'ils soient inoptisés et qu'ils ne puissent plus jamais réagir. Mais là, ils sont partis le jeter en brousse cette dépouille. Là-bas, chez le colonel, il ne pouvait pas imaginer que c'était finalement leur dernière erreur. Parce qu'il n'y a pas de crime parfait.